pauvreté dans un certain nombre de pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu es chocolatier, ta base, ta matière première, c'est le cacao. Et tu te dis, c'est quand même con d'en manquer. Hein. Si demain, j'ai pas de cacao, qu'est-ce que je fais? Comment je travaille? Donc, je suis rentré, j'ai commencé à voyager pas mal, aller dans les pays producteurs. Donc, ce qui fait que c'est vrai que dans mon cursus, j'ai plein de lacunes dans les voyages, parce que je ne connais pas les États-Unis, je ne connais pas la Chine, je ne connais pas tout le nord en gros, tout ce qui est au nord de l'équateur, je ne connais pas. Par contre, tout ce qui borde l'équateur, en gros, j'ai dû faire les 54 ou 55 pays qui produisent du cacao. J'ai arpenté tout ça. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de pouvoir acheter des terres dans le parc du Yucatan avec un vrai programme en partenariat avec le parc national. Ce programme, c'est de dire on réhabilite une forêt primaire qui n'avait pas été cultivée depuis 50 millions d'années et on va mettre du cacao et avec tout ce qui va autour, redynamiser cette forêt. Alors je vais passer sur un certain nombre de détails. L'année dernière, on a relâché 120 serpents dans les plantations, des serpents à sonnette qui sont très dangereux. On a un programme de réhabilitation. Alors les serpents pour lutter contre les rongeurs, parce que quand vous arrivez dans des plantations où il ne s'est rien passé depuis des... Alors je ne suis pas botaniste, hein, moi j'y connais rien. Maintenant je commence à connaître un peu, mais c'est pas mon métier. Moi mon seul talent c'est de mélanger du chocolat avec de la crème. Le reste, on ne sauve pas les vies, il ne faut pas déconner non plus. Néanmoins, je m'intéresse à l'amont. Et donc, on a bossé sur tout ce qui est, ce qu'on parle d'agroforesterie. Et c'est ça qui m'agace un peu, c'est que actuellement, vous écoutez les grands couverturiers de la planète, Cacao Barry. Nous, on a lancé notre label le 1er octobre. Cacao Barry, le 5 octobre, a annoncé que 100% de son cacao était durable. Putain, si Cacao Barry, qui est le premier acteur du chocolat et du cacao, 100% de son cacao était durable, ça se saurait, ça voudrait dire que la misère a reculé. Pour information, on peut reparler du Mexique si vous voulez, mais enfin, c'est juste pour vous expliquer un peu donc, ce qu'on a mis en place et ce sur quoi on s'est formé. Et quand j'ai travaillé là-dessus, après je me suis dit, bon, il faut aller voir ailleurs. On a fait plein de conneries sur la plantation, évidemment. On s'entoure du CIRAD qui nous aide sur toute la partie botanique. Je pars la semaine prochaine avec le patron du CIRAD pour développer un nouveau programme, une nouvelle ferme pilote en Afrique, au Cameroun. Et quand on avance sur la sélection variétale, sur est-ce qu'on greffe, est-ce qu'on clone, quelles sont les variétés endémiques, quelles sont les bonnes variétés pour faire un bon chocolat, parce qu'avant tout, c'est retrouver ce genre de choses. Vous le savez pas, 95% du cacao dans le monde n'est pas fermenté, ou pas fermenté convenablement. Pourquoi? Parce que vous retenez 3 chiffres, 95% des plantations dans le monde, c'est moins d'1 hectare, c'est 300 kilos par hectare, et c'est des fermes de moins d'1 hectare. Et les gens ont plus de 65 ans, les planteurs. Donc quand tu as ça, tu dis population vieillissante, des toutes petites plantations atomisées, et des récoltes qui sont très médiocres. Et la récolte dure 8 mois. Et pour faire une fermentation complète et une bonne fermentation, il faut avoir à l'instant T 200 kg de cacao frais pour pouvoir les mettre dans une caisse et les fermenter. Pour ceux qui maîtrisent un peu le côté œnologie, la fermentation du cacao, c'est 2 jours de fermentation malolactique. La fève de cacao contient un mucilage. Ce mucilage est plein de sucre. Donc pendant 2 jours, on va faire une fermentation malolactique, on va transformer le sucre en alcool. Au bout de 2 jours, on ouvre les caisses, on les brasse, on les oxygène et on fait une fermentation acétique pendant 4 jours. Donc où là, on va transformer par contre l'alcool en vinaigre, schématiquement. On va infuser, donc les saveurs, les vraies saveurs du cacao vont s'infuser par le germe de cette fève de cacao et on va détruire la chaîne protéinique à l'intérieur. Et on va avoir les concentrés d'arômes qui vont se développer. C'est grâce à cette fermentation qu'on fait vraiment ce cacao d'excellence. Donc c'est vrai que quand tu as vu ça, tu te dis, bah, tu vas voir les planteurs, tu leur dis, il faut faire une bonne fermentation. Les mecs disent, on n'y connaît rien. Alors déjà, les planteurs n'ont jamais mangé un grain de chocolat. Donc c'est comme si tu disais à un agriculteur de produire un bon blé pour faire du bon pain. S'il n'a jamais mangé de pain, sa vie, il ne sait pas à quoi ça sert. Donc les types, ils ont des fèves, ils ont des cabosses, ils récoltent quand ça vaut le coup.
Il les sèche comme on peut, et de toute manière, il gagne 3-4 sous là-dessus, mais c'est vraiment une vraie misère qui se passe. Donc nous, moi j'ai continué avec le Mexique, après les Vanuatu, donc là j'ai aidé une ONG, on a monté une chocolaterie là-bas pour des femmes, pour aider des femmes qui viennent de villages qui vivaient dans un degré de pauvreté assez fort. Après je suis allé au Vietnam, parce que là-bas j'ai vu des plantations qui étaient vraiment plutôt sympas, plutôt élaborées, donc on a bâti un programme avec le gouvernement vietnamien qui est plutôt intéressant. Et je suis tombé au Cameroun il y a 5 ans. Et là, invraisemblable, je tombe sur des membres du gouvernement, des planteurs qui nous disent ben, nous, on voudrait faire quelque chose, pour renouveler un peu nos planteurs qui ont 60 ans. Les Camerounais étaient la moyenne était un peu plus jeune. Comment on peut faire? Ben, écoutez, c'est ça qui est marrant, parce que quand on parle de la rencontre des chefs de demain, ben là on est avec des jeunes et on a décidé de lancer un programme de formation avec des jeunes cacaoculteurs, en leur disant ben, vous revenez à la terre, puisque jusqu'à présent vous vivez la misère, vous êtes cacaoculteur par dépit et pas par passion, puisque vous ne gagnez pas votre vie, ils gagnent moins d'$1 par jour, qu'est-ce que tu veux que ça les intéresse? Pour information, la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est 1 800 000 enfants esclaves, 1 800 000 enfants esclaves, esclaves au centre de l'UNESCO, qui ont été retirés à leur famille, achetés à leur famille, enlevés pour travailler sur les plantations de cacao. Quand je suis allé là-bas, il y a 2 ans, enfin je suis allé plusieurs fois, mais je me souviens particulièrement il y a 2 ans, il y a eu un reportage d'Élise Lucet là-dessus, très édulcoré par rapport au reportage de RTBF en Belgique, où on te dit mais vous avez des enfants, des esclaves. Non, on n'a pas d'esclaves. Puis on est contrôlé. Monsieur Linz vient contrôler, Monsieur Nestlé vient contrôler, et Monsieur Barry Calvo vient contrôler. Ah ouais? On était aux environs du 17 février. Ils viennent quand? Le 28 juin. Promis, ils viennent le 28 juin, pas tout le monde, dis donc. Okay. Alors le 28 juin, ils n'ont pas vu un gosse. Ils les ont planqués, ils les ont cachés, alors il n'y avait pas d'enfants. Mais c'est 1 800 000 enfants ces 3 dernières années. C'est pas au siècle dernier. Donc c'est fort de ça. Ensuite, la Côte d'Ivoire ont fort déforesté en disant on fait de la culture extensive de cacao. Nous, on a décidé de soutenir un programme qui n'a rien à voir avec ça. Donc je suis vice-président de la Confédération des chocolatiers de France. J'ai dit à mes collègues, écoutez, on est 1500, on va se bouger et on va aller essayer de comprendre. Moi, j'ai mes propres plantations, mais je vais lancer un programme, on va lancer un programme à travers la Confédération. Donc on s'est associé au gouvernement camerounais, au Conseil interprofessionnel Café Cacao du Cameroun, et on a lancé ce programme avec des jeunes, en leur disant voilà, c'est simple, il faut que vous veniez avec 3 hectares titrés, pardon, 3 hectares titrés. Donc ils ont droit aux terres, accès aux terres là-bas. Donc s'ils viennent avec leur titre de propriété, c'est les mêmes règles que chez nous, des notaires, des notaires, des préfets, des choses comme ça. Donc il y a un cadastre et tout ça. Ils viennent avec leurs 3 hectares. En contrepartie, on les forme. Et on leur explique comment on plante du cacao, comment ça s'entretient, comment ça se travaille, et comment on fait de l'agroforesterie, et comment on fait un cacao durable, parce que ça veut dire quoi un cacao durable? Comment on fait pour qu'on puisse en vivre sans altérer la nature et aider cette nature nourricière. On a lancé donc il y a 5 ans ce programme New Generation. Donc on l'a mis New Generation 1. La semaine prochaine, je suis là-bas pour lancer la New Generation 9, la 9e session. Actuellement, on a en formation, parce que c'est 3 ans de formation. Chaque année, on leur donne 1500 arbres, parce qu'on plante 1200 arbres à l'hectare. Chaque année, on les forme, on leur explique un peu les choses. Et là, ce jour, on a 1800 jeunes formés ou en formation, 5400 hectares. On est en train de créer, dont 40% de femmes. Ce qui est historique, ce qui n'a jamais été fait dans aucun pays. On est assez fiers d'avoir bâti ce programme. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu les formes. Donc on a dit, mais c'est bien, ils vont faire un cacao de qualité, on va leur expliquer comment faire un cacao. Mais s'ils ne le vendent pas, les pauvres piou-piou, imaginez-vous, vous faites des choses magnifiques, et on va vous dire, les gars, faites des plats emportés, démerdez-vous. Vous allez les chercher où les clients? Encore à Paris, vous avez la chance, il y a 10 millions de personnes qui peuvent, avec les réseaux sociaux et tout ça. Là-bas, ils ne savent pas faire. Donc on a dit, on va aller plus loin. On va aller plus loin en les aidant à se monter en coopérative paysanne, avec des femmes dans les coopératives paysannes. Donc on a bâti ça. Et après, on s'est dit, ouais, mais c'est bien.
Mais quelle est l'aspérité? Et moi, l'aspérité, c'était de dire, nous autres chocolatiers, pâtissiers, cuisiniers, boulangers, traiteurs, tous les gens qui peu ou prou travaillent le cacao ou le chocolat, on travaille tous le même. On achète où? Chez Valrhona, chez Barry Callebaut, chez Domori, chez Chocolaterie de l'Opéra, Belcollade, enfin peu importe, mais chez les différents... On achète tous le même. Et comment on se différencie? Et comment on dit que notre cacao est le meilleur de la planète? Donc on a créé un label qui s'appelle Chocolatier Engagé, qui s'appuie sur un certain nombre de piliers. Donc ce fameux développement durable, ce cacao durable, qui veut dire quoi? Qui veut dire que le cacao pousse sous canopée. Donc on ne déforeste pas. Il nous faut des grands arbres. Mais quand tu vas voir des aînés et tu leur dis, dans 25 ans, pardon, tu pourras couper tes arbres que tu as plantés, tes grands arbres de bois précieux, semi-précieux. Si tu as 60 ans, 85 ans, ce n'est pas leur espérance de vie. Quand tu lui dis, tu pourras couper tes grands arbres, chaque année, tu en couperas un ou deux. Le mec, il te regarde, je m'en fous, dans 25 ans. Enfin, j'ai pas... Quand tu dis à un jeune de 20 ans, tu vas pouvoir tous les 25 ans, dans 25 ans, pardon, tu vas couper des arbres et tu vas replanter et tu vas organiser ta forêt. Là, ça lui parle. Surtout quand tu lui dis qu'un arbre vaut 1000 euros, pardon, 650 000 francs CFA, et que leur besoin global pour vivre dignement, c'est 3 millions de francs CFA. C'est 500 euros par mois. Avec 500 euros par mois, ils sont très heureux. Ils vivent parfaitement bien. Et tout ça, il faut l'organiser. Donc c'est de la culture en couvre-sol, du macabo, de la patate douce, du manioc, les cacaoyers en culture intermédiaire. Cacaoyers, ça pousse à 2 mètres, 2 mètres 50. On les mixe avec de la papaye, des manguiers, des arbres insecticides, des arbres fertiligènes, des bananiers et ensuite des grands arbres. Et organiser cette forêt. Et la semaine prochaine, je pars en plus avec des gens, donc outre les gens du CIRAD pour monter cette ferme pilote, on part en plus avec des gens, des Belges qui ont lancé tout un programme autour de la récupération de la cabosse. Donc cette cabosse qui est jetée aujourd'hui, qui pourrit dans les champs, qui pollue les cabosses, qui amènent beaucoup de problèmes de champignons, donc qui nécessitent des traitements. Donc là, on va récupérer les cabosses, on va monter des silos à compost, voir ce que ça donne. Si on arrive à composter la cabosse, normalement ça marche. Et la dernière idée qui a émané il y a 2 semaines d'une école d'Anvers, ils ont fait des tests pour faire des pelés ou des briquettes avec les cabosses de cacao. Donc on va les sécher, ça marche, on a testé, on les met en briquettes, et là on va éviter en plus la déforestation, on va éviter la corvée de bois pour les enfants qui après l'école vont ramasser le bois, pour chauffer, pour faire la cuisine, ils ont besoin de bois pour faire du feu. Parce qu'il n'y a pas de gaz, bien évidemment, il n'y a pas d'électricité. Il faut quand même comprendre ce qui se passe aussi dans ces pays-là. Et là, en plus, ces briquettes et ces pelés, ils vont pouvoir les vendre, aller les vendre sur les marchés pour générer un revenu complémentaire. Donc voilà un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et on a dit, à partir de là, on va les labelliser chocolatiers engagés. C'est-à-dire à partir du moment où vous produisez un cacao de qualité, que vous respectez les critères, pas de travail d'enfant, des femmes dans les coopératives paysannes, une fermentation et un séchage. Bien sûr, on a financé tous les centres de fermentation. On est à 7 centres de fermentation aujourd'hui qui regroupent ces jeunes. On vous labellise chocolatier engagé. Mais après, derrière, c'est bien, mais il faut trouver l'aval, les utilisateurs. Donc, on a créé cette association, donc je préside, et en disant aux chocolatiers, aux boulangers, aux pâtissiers. Hier, c'est, comment il s'appelle, le chef étoilé, Baptiste Fournier, qui nous dit « Ok, moi je veux être chocolatier engagé ». Dedans, il y a des gens que vous connaissez mieux, comme Pierre Hermé, comme Jean-Paul Évin. Ducasse est rentré dans le label. Vous avez des gens comme des traiteurs comme Dalloyau, par exemple. C'est pour ça que je connais bien Jérémy. Je travaille beaucoup avec Jérémy Delleval. Donc on est en train de Frédéric Cassel, ex-président des Relais des Serres, et on va avoir pas mal de Relais des Serres qui vont rentrer. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on manque de cacao pour l'instant, parce que lancer ce cacao d'excellence, il faut le temps qu'on puisse produire. Et on a labellisé surtout les gens au-dessus, qui sont les importateurs de fèves ou les couverturiers. Et je vais vous citer un exemple. Alors, ce que j'oublie,
qui est quand même important, c'est qu'en contrepartie de quoi, on paye ce cacao, on a fixé un prix avec le gouvernement, avec les planteurs, avec les coopératives, où jusqu'à maintenant, ils le vendent entre 600 et 700 francs CFA le kilo, moins d'1 € le kilo. On a fixé le prix cette année sur 2020 à 1640 francs CFA le kilo. Donc au lieu d'1 euro, on le paye 2,50 €. D'accord? Et c'est ça les fondements de notre label chocolatier engagé. Alors Valrhona sont venus me voir la semaine dernière, enfin il y a pas mal de semaines qui nous courent après. Valrhona disant, alors pour l'instant il y a 4 couverturiers qui ont signé la charte chocolatier engagé, c'est Weiss, c'est Domori, c'est Morin et c'est Belcolade, le groupe Puratos. Valrhona nous dit, nous on veut être chocolatier engagé. Ils sont sur tous les labels, ils veulent évidemment avoir cet accès. Et ils nous disent, ben voilà, sur Haïti par exemple, on a des coopératives paysannes qui pourraient tout à fait rentrer dans le truc. Et on est parfaitement dans les règles, on fait un cacao durable et tout ça. Ah ouais, d'accord, bon on va regarder, c'est pas compliqué. Coopérative paysanne, ou alors on a des coopératives dedans, mais ok. Mais nous on veut que des coopératives paysannes. Bon, on va en trouver. On veut des femmes dans les coopératives paysannes. Et au conseil d'administration. Ouais, enfin, on n'en a pas, mais on peut en trouver. Ah ben c'est obligatoire les gars, sinon... La fermentation, non mais nous on fait une parfaite fermentation, d'accord. On veut la traçabilité totale. Nous on a équipé tous nos centres de fermentation de réfractomètres, donc on mesure le taux de sucre pour adapter la fermentation. Donc on les a formés. Comment lire un réfractome, ce qui n'est pas forcément simple. Suivi des températures, donc des thermomètres très précis et des enregistreurs de température. Des guillotines, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une guillotine, donc où on fait des tests tous les jours, on met 100 fèves dans une espèce d'appareil, on coupe, on a une lame qui vient couper les fèves en deux et on regarde la coloration des fèves, puisque pour avoir une bonne fermentation, il faut qu'on passe du violet au brun, il faut qu'on ait moins de 3% de violet pour que la fermentation soit faite dans de bonnes conditions. Donc on les a équipés de guillotines, ça vaut 1500 balles, c'est pas une fortune, mais c'est cette guillotine, et comme il fallait en plus que plusieurs puissent s'en servir, on a doublé tout ce genre de choses. Donc vous faites les tests de fermentation, ouais, on veut les enregistrements, on va vous les fournir, on les a pas. Et alors le truc, le principal, le prix. Ah non mais là on paye le bon prix. À combien? Le bon prix. Non, on a ras-le-bol. Et moi, je pense que le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, si vous me chatouillez un peu, je vais m'énerver en plus. Donc, j'ai déjà fait 4 infarctus, donc j'ai le cœur un peu fragile. Ras-le-bol. Et je pense que c'est ça le message que vous devez porter, que vous devez retenir aujourd'hui. Et j'aime bien insuffler à mes jeunes collègues. C'est que on ne peut plus dire on ne savait pas. C'est plus possible. Le monde d'après, et encore une fois, on surfe sur une vague. Il y a 5 ans que je l'ai anticipé. Les gens ont besoin de comprendre. Et je veux dire, quand on parle des migrants, quand on parle de ces gens-là, je peux vous montrer des vidéos. J'en ai une qui est grandiloquente de la mère d'un village qui me dit, depuis que vous avez lancé ce programme New Generation, à Lembeyezoum, vous regardez, et je pourrais vous partager, hein, si vous voulez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez sur Instagram, sur mon Instagram ou sur celui de la Maison Mercier officielle. Moi j'ai un Daniel Mercier, mais on a des témoignages là-dessus, ou sur le site Chocolatier Engagé. La mère d'un village de Lembeyezoum qui nous dit, depuis que vous avez lancé le programme, 220 jeunes sont revenus à la terre, dont 55 femmes. On a arrêté l'exode rural, on a arrêté que ces jeunes aient des envies d'hexagone. On a arrêté que ce soit des motomanes qui vont se faire tuer sur les routes par les camions et tout ça pour essayer de gagner 3 sous. Ils sont revenus et on leur a donné une dignité. Et ces gens-là, actuellement, on doit pas leur tourner le dos. Mais en tout cas, pour que ça marche, et c'est tout le pari, et c'est tout le challenge qu'on est en train de se lancer, c'est de se dire, nous, dans nos chocolateries, dans nos pâtisseries, dans nos boulangeries, dans nos restaurants, il faut qu'on sensibilise les consommateurs en leur disant, nous, on est chocolatiers engagés, mais ça veut dire quoi? C'est quoi les fondements de notre label? C'est quoi? Donc, on vous apporte ce cacao de qualité qu'on paye le bon prix. Et en plus, le message qui est fort,
c'est comme on crée un circuit court, parce qu'on achète directement dans les coopératives, bah vous le savez pas, mais entre le champ et le port de Douala, pour parler que du Cameroun, hein, il y a 6 intermédiaires. Ce qu'on appelle des coxers. Vous savez, vous avez le mec qui passe, et puis parce que le cacao, ça s'achète comme ça. Un sac. Alors les mecs, dès qu'ils voient des billets, ils deviennent fous. Donc ils n'ont pas de balance. Donc c'est au doigt mouillé. Bon allez, ça fait 40 kilos. Je te donne 40 kilos, je te paye. Donc le mec, il passe à pied hein, au départ. Il va au bout du chemin. Il y a un type qui a avec soit un vélo, soit une petite moto qui ramasse. Après, au bout des pistes un peu moins défoncées, vous avez une petite camionnette. Et après, vous avez un mandataire qui réceptionne, qui lui va sécher, un camion qui vient chez le mandataire et qui ramène au port de Douala, et l'acheteur final, Monsieur Barry Calbo, Monsieur Cargill, qui se disent avoir, eux, entre guillemets, les fesses propres. Attendez, nous, on ne sait pas, hein, parce que nous, on achète à des mandataires, on confie à un mandataire. C'est tellement plus simple de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Et moi, j'ai suivi la filière en moto, j'ai suivi des gars, j'ai failli me prendre 2-3 coups de machette, que évidemment, ça ne leur a pas plu, pour identifier vraiment ce qui se passait sur ce marché. Et nous, on achète en circuit court. On a mis en place ce circuit court. Ce qui fait qu'au final, on ne paye pas plus cher. C'est ça qui est fou. C'est qu'on évite l'enrichissement d'un certain nombre de gens qui s'enrichissent sur le dos de tous ces gens. Alors vous allez vous dire, vous avez peut-être en face de vous un idéaliste, un mec un peu barge, un peu cinglé, mais je reste persuadé qu'on doit se bouger, on doit faire des choses. On ne peut plus dire on ne savait pas. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à l'ensemble des chocolatiers que je représente. On est 1500 en France. Je dis à l'ensemble de mes collègues, vous ne pouvez plus dire on ne savait pas. On ne savait pas ce qui se passait dans cette filière. Moi, mes enfants, je leur ai bâti tout ce projet et j'essaye de faire en sorte que dans ma compagnie, à la Maison Merci en tout cas, on utilise un maximum ce chocolat, ce cacao, et qu'on puisse communiquer auprès de nos consommateurs, mais un vrai message, qui ne soit pas un message farfelu. Et en tout cas, c'est dans ce sens-là où je voulais témoigner aujourd'hui, vous expliquer un peu les démarches, que vous sachiez ce qui se passe dans le monde du cacao. Quand vous entendrez parler de chocolatier engagé, vous direz, bon, ok, j'en avais entendu parler, documentez-vous sur toutes ces choses-là, et portez avec nous ces valeurs. Moi, je ne comprends pas, par exemple, que les agriculteurs français crèvent la dalle aussi. Hein, vous savez, c'est très compliqué pour eux. Ils subissent les variations de cours du blé. Je ne comprends pas que les boulangers ne soient pas unis à un moment donné en disant, nous, de toute manière, que le blé, il soit payé 120 euros la tonne ou 200 euros la tonne, ça change guère le prix de la farine. Pourquoi on n'impose pas un prix de farine de telle sorte à dire à nos paysans, bah écoutez, arrêtez de flipper les gars, produisez-nous un blé de qualité et on va vous le payer le prix. En tout cas, c'est l'engagement que je prends, moi, sur le cacao, pour l'ensemble de la filière du cacao. Et notre objectif, dans les 10 ans qui viennent, on est 4 en tout cas à travailler là-dessus. Moi, je suis bénévole hein, pour le club chocolatier engagé, aux grandes dames de mon fils qui me dit, papa, tu passes un peu trop de temps. Mais peu m'importe, on espère avoir entre 12 et 15 pays dans une dizaine d'années. Je pars juste après le Cameroun en RDC, République démocratique du Congo. On a un programme sur l'Ouganda, on a un programme sur le Togo. Je pars en Colombie tout début d'année, au Venezuela et au Nicaragua. Donc on a déjà 7 projets engagés qui doivent aboutir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'engagement qu'on tient. Et c'est là-dessus où j'espère que tous les chefs, ces jeunes chefs, parce que c'est vous hein, demain, c'est plus moi, je fais partie du passé, mais en tout cas, je veux pas partir en laissant cette filière dégueulasse. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on moralise les choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Vous avez quelqu'un des questions? Moi, je voudrais juste continuer sur ça. Je travaille à la boulangerie L'Essentiel, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais donc c'est un patron, il a 4 boutiques. On n'est pas une boulangerie de luxe, on fait des bons produits. On peut dire qu'on est une boulangerie de quartier parce qu'on est un commerce de proximité. On a 4 boutiques dans Paris et justement, mon patron, il est en train de prendre ces démarches-là parce que en fait. Alors, il a commencé avant
toute cette crise. Mais là, cette crise, elle nous fait encore plus réfléchir. Il faut vraiment que nous, les jeunes, on réfléchisse à ça. Parce qu'en fait, nous, on va choisir, par exemple, on va pas prendre forcément le meilleur chocolat, le plus fluide, le plus goûtu, On va trouver, nous on travaille avec Belcolat justement, et on va trouver le cacao qui respecte le plus les producteurs et tous les petits producteurs de cette chaîne-là. Cacao Trace. Cacao Trace, tout à fait, ouais, c'est ça. Et justement, et pareil avec le blé, on réfléchit à tout ça, et je pense vraiment que dans nos têtes, il faut qu'on réfléchisse à un peu changer nos idées. Alors le luxe, c'est bien, on a tous une belle vision et ça nous fait tous rêver, mais il faut vraiment qu'on pense à tout ça, à tout ce que vient de dire Daniel, parce que c'est vraiment important. Moi, je m'intéresse beaucoup au café, qui est un peu la même... en fait, tout ce que tu as dit, ça revient un peu pareil, parce que bon, il y a des grandes marques, on boit tous du café, le café tous les matins on en boit, mais est-ce que chacun sait comment c'est fait le café, d'où ça vient, qu'à la base c'est une cerise? Faut vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser à tout ça et à plutôt se dire, tiens, aujourd'hui, plutôt que d'aller boire 2 cafés de telle marque que je bois tous les jours, je vais aller chez un petit hydrofacteur, je vais discuter avec lui et puis je vais le payer un peu plus cher, mais je vais boire un bon café et je vais découvrir des goûts que je ne connais pas. Et derrière, je vais me dire que comment je pourrais améliorer mon mode de consommation en fait. Parce que si on continue comme ça, en fait, moi j'ai eu la même alarme, je m'intéresse depuis maintenant 2-3 ans à ça. Et en fait, quand je discute avec plein de spécialistes, ils me disent mais on ne sait pas demain si on va continuer à avoir du café en fait. Alors on aura toujours du café, oui, mais on aura peut-être plus d'arabica, qui est la variété la plus subtile, on va dire. Parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique et les comportements qu'on adopte, et en fait, il n'aura plus la température qu'il a besoin d'avoir pour se développer. C'est-à-dire qu'on va continuer à monter en altitude et en altitude on va arriver à des 30 degrés alors que jusque là on avait des 18, entre 18 et 25 degrés, ce qui était parfait pour le développement de ces cafés. Et là demain on va se retrouver avec des Robusta, donc c'est une gamme un peu moins, comment dire, un peu moins subtile, on ne peut pas le dénigrer, c'est un café comme un autre, mais on va se retrouver avec des goûts uniformes et avec l'obligation d'avoir des produits qui sont plus d'exception, alors que ce qu'on recherche souvent, c'est l'exception, etc. Donc il faut vraiment, je pense, c'est compliqué de se le dire, mais il faut essayer de voyager, de comprendre, de se renseigner. Maintenant, avec Internet, on a plein de moyens, et de voir justement tout ce que Daniel vient de dire, parce que nous, on ne se rend pas compte, on achète, on va au supermarché, on achète notre chocolat, on le trouve bon, c'est super, mais derrière, on ne se demande pas à combien il a été acheté au kilo, et les conditions de travail des gens dans le monde derrière. Parce que voilà, nous on est là, on est bien, on est dans un pays où on a tout ce qu'il faut et tout ce qu'on a besoin. Mais derrière, il faut réfléchir à plein de choses parce que pour nos enfants et même pour nous qui sommes jeunes, dans 30-40 ans, si on ne pense pas à tout ça, je pense qu'on va avoir de sérieux problèmes. Il faut vraiment se sensibiliser là-dessus. Moi, je vous amène vraiment à réfléchir à vos projets. On a tous des projets. Je vous souhaite qu'ils aboutissent, mais de changer un peu nos idées pour réfléchir à comment on pourrait améliorer cette chose-là. Alors oui, c'est sûr que c'est pas simple parce que vous allez dire nos parents, ils n'ont pas eu ces contraintes, ils ont pas réfléchi, on leur a pas demandé ça, et nous maintenant on nous sensibilise là-dessus. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et même des choses très intéressantes sur lesquelles il faudra réfléchir pour changer ça et essayer de maintenir tous les beaux produits qu'on a dans le monde entier, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose là-dessus. Je pense que beaucoup de choses a déjà été dit. Après, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Enfin, c'est à nous de faire attention, c'est à nous de faire les bons choix, de ne pas choisir un produit parce que c'est le moins cher, parce que justement celui qui est le plus bling bling, c'est celui qui se vend le plus. Enfin, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'informer, de pouvoir poser des questions. Voilà, un produit, on a plusieurs références, donc lequel est le mieux suivant ce qu'on veut faire. Si on veut vraiment avoir une démarche éthique, on peut choisir celui qui rémunère le mieux les producteurs, s'intéresser à la filiale. Aujourd'hui, on a beaucoup de points sur lesquels on peut s'informer et sur lesquels on peut baser nos critères de choix. Donc, et les choix qu'on va faire, ça va avoir de l'impact. Il ne faut pas croire qu'on est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau. Au final, ça fait beaucoup de consommateurs et ça fait des choix qui vont pouvoir permettre à certains modes de production
d'être pérennisé. Et au final, on va pouvoir avoir des produits parce que aujourd'hui, enfin, dans le monde, dans ce qui est projeté, le mode de production qui est décrit là, c'est un mode qui va être cacao d'exception. Mais si au final, ce mode de production-là, on le multiplie dans plusieurs pays et que du coup ça devient la norme, et ben on va pouvoir augmenter la qualité des produits qui vont être justement dans la norme. Et après, on va pouvoir avoir une démarche qui va être d'augmenter la qualité des produits. Alors que si on continue avec la société de consommation qu'on a actuellement, en fait, le niveau de qualité des produits, il fait que baisser. Parce qu'on va au moins cher, on préfère acheter plus souvent, mais de moins bonne qualité. Et du coup, en fait, ça fait que on prend des produits qui sont moins chers, comme la qualité est moins bonne, donc ça coûte moins cher. Et au final, voilà, la qualité, elle fait que baisser. Alors que si on achète moins de chocolat, mais de meilleure qualité, qu'on va chez son artisan, on peut aller chez son torréfacteur de café ou pour lui poser des questions sur le café qu'il achète. En ce moment, parce qu'il y a aussi des saisonnalités pour le café. On n'en parle pas beaucoup, mais parce que nous, le café, on en a toute l'année. On va au supermarché, on a un café, on prend toujours la même marque parce que c'est celui qu'on aime bien. Mais si on va chez son torréfacteur, on va se rendre compte qu'il y a des saisonnalités, que telle saison, c'est tel café, c'est tel café qui est mis en avant parce que lui, il va avoir fait l'effort d'avoir été chercher ce café-là chez des petits producteurs et que ce petit producteur, il va avoir une petite production, mais justement pendant un court moment. Et après, une autre saison, ça va être un autre café. Et si on fait l'effort de faire ça, d'opter pour des petites productions atypiques, uniques, et du coup, ça va pérenniser un mode de production qui est plus respectueux des personnes qui travaillent, des meilleurs produits. Et on va, à force d'avoir une démarche comme ça, si une personne le fait, c'est très bien, mais une personne, plus une personne, plus une personne, au final, ça fait beaucoup. Et ça va permettre d'avoir une démarche qui monte, enfin, la qualité va monter. Ça va permettre aussi, parce qu'aujourd'hui, on est en France, ok, comme on le dit, on ne peut pas se permettre de savoir qu'on ne le sait pas. On sait qu'il y a de la misère dans le monde. Et acheter sans savoir ce qu'on achète, en fait, au final, c'est encourager le fait qu'il y a de la misère, ok, mais on ferme les yeux là-dessus. Nous, on est bien contents, on est au chaud, on est chez nous, on a le chauffage, enfin, on est tranquille, on a un appartement où dormir. Là, en plus, on a de la chance d'avoir des conditions où si on a un appartement, l'hiver, on n'a pas le droit d'être mis dehors. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Dans d'autres pays, on travaille, on a de l'argent, on travaille pas. Les gens, ils se soucient pas de est-ce qu'on a un toit où dormir, est-ce qu'on a de quoi se laver, est-ce qu'on a de quoi manger. On travaille très bien, on travaille pas, on est mis dehors. Et enfin, le contraste avec leur vie à eux et la vie qu'on a nous, il est saisissant. Et si on choisit pas les produits qu'on achète, et en quelque sorte, c'est encourager les grands industriels à continuer à avoir ce mode de fonctionnement-là. Et je sais pas vous, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'encourager ce genre de personnes-là à avoir ce genre de comportement? Enfin, je sais pas, moi ça me pose problème. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi quand on y réfléchit, ça me pose problème, quoi. Et surtout que même là, par exemple, le championnat de France maintenant, un de ses principaux critères, notamment cette année avec Philippe Mille, c'est de créer un dessert éco-responsable et avec une démarche écologique derrière. Donc en fait, sera mis hors sujet tout dessert qui n'a aucun but écologique ou éco-responsable. Ça veut dire qu'il va falloir prouver que si on utilise par exemple justement tel chocolat, derrière il y a une certaine démarche écologique, qu'on va faire le moins de gâchis possible, parce que du gâchis dans nos métiers, on en a beaucoup. Et justement, maintenant, ça va faire partie en fait de tout ce qu'on va vouloir faire, les concours. Dans nos restaurants, je pense que ça serait bien et on va avoir des contraintes. Il va falloir vraiment y réfléchir parce que ça va arriver partout et dans tout ce qu'on va vouloir faire, il va y avoir ces choses-là. Après, pour revenir sur ce que Zachary dit, je comprends, hein, on a un loyer à payer, on a nos revenus, etc. Quand on voit une tablette de chocolat à 1 euro et qu'à côté il y a celle à 2 euros, bon, celle à 1 euro, on sait qu'elle est bonne et tout. En fait, on réfléchit plus, on va dans les grandes surfaces et on prend sans savoir d'où ça vient. C'est vrai que c'est compliqué, on a tous besoin d'argent, l'argent, tout le monde aime ça et
on veut mettre de côté pour nos projets, on a besoin de dépenser pour les choses utiles de la vie. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment, vraiment réfléchir et se dire, tiens, c'est 50 centimes de plus, prendre le temps, dire, je vais regarder l'étiquette, d'où ça vient, me renseigner et me dire, bon, la prochaine fois, je pourrais prendre celui-là. Peut-être que le chocolat, j'en mangerai un carré de moins tous les jours, mais au moins, il sera meilleur, déjà aussi pour ma santé, parce que ça, on n'en parle pas, mais pour notre santé aussi, parce que il y a le monde, la planète, mais il y a aussi notre santé, parce qu'avec avec tout ce qu'on met dedans, il y a certains produits, je pense que si on continue à les consommer, il va se passer des choses bizarres et des maladies qu'on ne connaît pas qui vont bientôt arriver. Et il faut vraiment faire attention à ça et prendre le temps de savoir ce qu'on mange, savoir d'où ça vient, comment c'est fait. C'est vraiment important. Et ça pour tout, que ce soit dans la cuisine, là on parle pâtisserie, mais que ce soit dans la cuisine, les volailles, les poissons. En ce moment, ça marche pour tout, quoi. Tous les produits, il faut vraiment faire attention et plutôt cibler ce qui est artisanal et bon pour la planète et pour vous. Si je peux. Si ça vous paraît aussi, parce que le café déjà tout le monde n'en boit peut-être pas. Le chocolat, il y en a, c'est pas forcément ce que j'achète le plus souvent. Si ça vous paraît un peu loin, surtout qu'il y a, quand on va au supermarché, il y a beaucoup de références, tout ça. Mais déjà, vous pouvez commencer par, au niveau de tout ce qui se passe en France, des fruits et légumes. Parce que c'est à nous de faire l'action, d'avoir la démarche, de rechercher justement une éthique derrière le produit. Et commencer peut-être par les fruits et légumes qu'on mange tous les jours. Quand vous allez acheter un fruit, déjà, je prends un exemple tout bête, des pommes. Mais quelles pommes, quelle variété, après quel producteur, où est-ce qu'elles sont produites? Parce que nous on va au supermarché, on voit des pommes, très bien, des pommes produites en France, très bien. Mais où est-ce qu'elles, produites en France, la France c'est grand, ça peut être produit n'importe où. Il y a en France, il y a des producteurs très bien et il y a des producteurs à grosse échelle. On disait, faut faire du bien à notre santé et des producteurs pour qui, le but c'est pas forcément de faire du bien aux gens, c'est simplement de faire de l'argent. Donc on vend et les gens ils achètent très bien. Eux ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont, ça leur pose pas de problème. Donc faire des démarches sur des trucs qu'on achète tous les jours au début et après ça va devenir une habitude de faire la démarche pour tous les produits que vous allez acheter. C'est peut-être commencer par des choses un peu plus qu'on a l'habitude d'acheter et au final cette démarche-là ça va devenir une habitude. Et ce qui se passe surtout, pour rebondir sur ce qu'ils disent, ils ont parfaitement. Moi je suis très aligné avec vos propos. On est dans des métiers où les gens nous font confiance. Vous allez rentrer dans ces métiers où les gens nous font confiance. Et je veux dire, soyez exigeants. N'allez pas à la facilité. Vraiment, moi je sais que j'ai interpellé tous mes collaborateurs. J'ai une brigade, j'ai expliqué, en chocolaterie, on est 22, j'ai une brigade de 22 personnes, 22 chocolatiers. Et je leur dis à chaque fois, posons-nous la question. Posons-nous la question de tout ce qu'on utilise. 100% des ingrédients, parce qu'on le sait, il y a toujours un ou deux ingrédients qu'on utilise qui font pas rêver. Je ne sais pas si vous faites une tartine le matin de glucose ou de sucre inverti, moi pas. Je prends pas du sorbitol le matin en suspension dans mon café, pour sucrer mon café. Donc à partir du moment où on n'a pas envie d'utiliser ça, à partir du moment où on n'a pas envie de les consommer, pourquoi on les met dans nos ingrédients? Pourquoi on se contente d'utiliser, de reproduire une recette de nos ancêtres? Et c'est pas parce qu'ils ont produit des recettes comme celle-là qu'elles étaient bonnes. En tout cas, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Je pense que ça y est, on a terminé. Merci beaucoup en tout cas.